Bonsoir et bonjour, chers compatriotes, chers amis virtuels, chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux à suivre notre émission, la RDC Nouveau Départ. C'est aussi disponible sur la chaîne YouTube, portant le même nom, la RDC Nouveau Départ. Et je m'appelle Frédéric Bigour-Kayabou, je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 25 août 2020. Nous avons une émission spéciale comme d'habitude. Nous allons parler de ce qu'on appelle les génocides des Kasika. Nous sommes en RDC, ex de la RDC. Il était un certain lundi, le 24 août 1998, quand les troupes du mouvement rebelle qu'on appelait le Rassemblement Congolais pour la Démocratie, le RCD, soutenu par le Rwanda, l'armée patriotique rwandaise, vont, n'est-ce pas, commencer à tuer, à massacrer des civils au sud Kivu, dans la chefferie de Lundi. Nous sommes dans le territoire de Mwenga, dans les villages de Kilungutwe, Kalama. Nous sommes à 102 km de Bukavu. Bukavu se trouve à l'est de la RDC. Selon plusieurs rapports des défenseurs des droits de l'homme, des ONG de défense des droits de l'homme, il y avait des milliers de personnes qui étaient massacrées, tuées ces jours-là. Et donc ces actes qui étaient commis par les personnes suspensionnées étaient en représailles, n'est-ce pas, contre des civils, parce qu'ils venaient déjà de perdre, n'est-ce pas, certains milliers, et ils venaient aussi de subir un échec face aux combattants groupe Mai Mai, une force d'autodéfense connue à l'est de la RDC. Et c'est dans ce contexte-là que des massacres ont été commis. Nous n'avons pas vraiment nous atteler sur le nombre, mais c'est tellement énorme. C'est tellement énorme parce que selon le rapport les rapports mapping, à la page 11, on parle des massacres des Kasika. On parle seulement des nombres élevés. Donc on dit que c'est un nombre élevé. Il y a d'autres sources qui donnent des chiffres. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas seulement les chiffres, mais nous allons savoir les contextes dans lesquels ces massacres ont été commis. Et pour cela, nous allons vous présenter notre invité spécial et vous allez le découvrir. Il va s'introduire et laisse-moi l'appeler pour qu'il puisse commencer notre émission. Bonsoir, professeur Boulambo Ambroise. Oui, quelle bonne nouvelle. Ça va bien? Et vous? Oui, très bien. D'accord. Nous voulons seulement rappeler que vous êtes notre invité spécial sur notre chaîne, RDC Nouveau Départ. Nous discutons, n'est-ce pas, de l'émission, nous parlons de la question du génocide des Kasika. Oui. Et comme vous êtes expert dans les domaines et vous avez de la matière, nous allons vous recevoir ce soir, n'est-ce pas, pour que vous puissiez nous en parler de long en large. Et cela étant, nous voudrions vous demander de pouvoir vous présenter. Oui, je suis Ambroise Boulambo, professeur de droit constitutionnel et de droit coutumier à l'Université catholique du Congo Oui. et à l'Université de Fribourg en Suisse. Ok. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, je suis aussi un vieux défenseur des droits de l'homme de la RDC depuis 1991. Merci beaucoup. Et quoi d'autre pouvez nous dire par rapport à votre personnalité? Comme personnalité, je n'ai pas autre chose que je suis enseignant, défenseur des droits de l'homme,
Oui. et avocat, point. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler des spécial massacres ou génocides des Kasika. La première question, professeur. Qu'entendez-vous par les génocides des Kasika? Et qui sont les auteurs présumés des dits génocides? Le génocide de Kasika est un fait. Oui. Ce n'est plus à démontrer. Oui. Pour plusieurs raisons. Oui. La première raison, c'est que ça s'est déroulé pendant la journée. Oui. Et au vu et aussi de tout le monde. Oui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que on a porté la main sur des religieuses catholiques Oui. qui étaient en tenue dans leur maison, tout en sachant qu'elles étaient des religieuses. Oui. On les a violées et tuées par la suite. Oui. Et on a tué les curés, Oui. l'abbé Sani Oblakombe Oui. et le diacre Malengo, Oui. qui étaient célébrants, en train de célébrer la messe, et on a tué des chrétiens qui étaient à l'église. Donc, on s'est attaqué à un groupe religieux, et ce groupe est protégé par la Convention contre le génocide. Tout à fait. Mais à vous attendre parler, vous dites que Il y a de... Oui. les pronoms impersonnels, qui les a tués? Je vais arriver là. Je voulais d'abord dénoncer, puisque si on avait tué par exemple seulement des passants dans un camion, on ne peut pas parler de génocide. Oui. C'est pourquoi j'insiste. Oui. On est arrivé à Kasika. Oui. Ce ne c'est pas seulement à Kasika, mais on a commencé depuis le pont de Ulindi. Oui. Jusqu'à Kilungutu, jusqu'au pont de Kilungutu. Oui. On savait clairement que ça, c'est la chefferie de Luindi, les bastions de Banyindu, donc leur territoire. Donc, comme Congolais d'origine, de par l'article 10 de la Constitution, alinéa 4 de la Constitution qui parle des Congolais d'origine, tout à fait, être une tribu oui, reconnue et avec un territoire. On savait que là, c'est le territoire de Banyindu. Oui. On y est allé et on a tué les Banyindu qui étaient à l'église. Oui. Et puis on a même attaqué le symbole du pouvoir de Banyindu, donc le chef, le Mwami Mubeza. Donc il n'y a pas de doute qu'il y avait l'intention d'exterminer le peuple hindu. Ok. Et par le nombre, quand on voit que ces jours-là, il y a eu plus de 10% de la population, parce que le Banyindu, c'est une petite minorité des tribus du Congo. Oui. Une petite minorité. Oui. Et lorsque on tue déjà plus de 1000 personnes, et en 1998, oui, le Banyindu n'était que 19 000. Oui. Donc c'est ça, il faut reconnaître ça, qu'ils étaient 19 000, et en portant atteinte à plus de 1000, on voit directement l'intention maléfique de les exterminer. Oui. Donc il y a d'abord ça. Oui. Donc là, le fait d'attaquer les prêtres, et c'était dans le mouvement général que je crois que vous connaissez depuis la prise de Bukavu. Oui. Le 29 mai 1996, on a déjà commencé par attaquer l'archevêque de Bukavu, l'exécuter sommairement, tuer des prêtres espagnols sur le haut plateau, tuer Abbé Kakakuja, tuer, donc successivement déporter Monseigneur Catalico. C'était dans ces plans-là d'exécution, de faire du mal à l'église catholique, et au mieux exterminer tous les chrétiens catholiques du Congo. C'était ça, donc c'était dans ces contextes-là, c'est dans ce cadre-là que j'insiste que c'était un génocide. Donc selon votre opinion ou bien votre qualification juridique que vous retenez, il faut souligner que vous êtes un professeur
du droit et vous avez plusieurs publications dans les domaines des droits de l'homme, dans les domaines du droit pénal, dans les domaines des droits civils, des obligations, en matière aussi des successions, si j'ai encore bonne mémoire, parce que j'ai aussi à parcourir votre thèse datant de 2013, vous parlez de la négation, du négationnisme du génocide. Et donc, avant d'en parler, je poursuis avec la question suivante. Quel est le lien établissez-vous entre les rapports mapping et les massacres de Kasika, tout en mettant un accent particulier sur les menaces dont le docteur Mukwege est victime actuellement? Y a-t-il des rapports? Le rapport mapping que l'équipe, que le Haut Commissariat aux droits de l'homme avait initié, oui. C'était pour essayer de systématiser et de concentrer tous les rapports que les ONG des droits de l'homme de l'époque, puisque nous étions, quand le mouvement des droits de l'homme avait commencé au Congo, dans les années 89-90, oui. Nous étions un petit groupe de gens et très engagés avec les Tchébé, avec les Guillaume Ngefa, avec Bwana Kabwe, avec Didier Kamundu, avec Kitoko, de Aki Abinadam, avec Maître Lubala, avec Innocent Balemba. Oui. Nous avons travaillé jour et nuit, on ne dormait pas. Et nous avons fait beaucoup de travail, d'enquête, jour et nuit. Nous avons collaboré. En 1994 déjà, nous avons été amenés à lutter pour qu'on nous désigne un rapporteur spécial des droits de l'homme au Congo. Oui. Roberto Garreton, avec qui nous avons travaillé jour et nuit pour systématiser, pour monitoriser toutes les violations des droits de l'homme au Congo. Et on est arrivé à une situation, à un point déterminé, on s'est dit, est-ce qu'on continue à laisser les rapports éparpillés par-ci par-là? Oui. Donc c'est à ce moment-là que le Haut Commissariat aux droits de l'homme avait décidé de mettre une équipe sur place pour concentrer, pour vérifier, pour codifier, peut-être que c'est la codification. Et le rapport mapping, c'était vraiment la codification de tous les rapports des ONG, les rapports des églises, les rapports de petits citoyens lambda comme vous, comme moi, oui. Des rapporteurs Garreton, Yulia Motok, Titinga Pasre. Donc on a des ambassades, on a rassemblé et la dernière touche, on nous a invités au palais Wilson. Oui. Nous avons encore mis la dernière main avec des équipes à qui je rends hommage comme Scott Campbell, comme Paul Dochamp. Oui. Nous avons sorti un document, mais juste quand le document est sorti, on l'a envoyé en consultation. Oui. Déjà, l'ambassade du Rwanda a crié à la monstruosité, au mensonge. Oui. Donc tout était faux. Oui. L'Ouganda a aussi nié tous les faits. Donc oui. C'est à ce moment-là que déjà le négationnisme avait commencé. Oui. Que le négationnisme avait commencé. Et déjà même le jour de l'assassinat de fameux massacres, parce que moi je ne l'appelle pas du génocide de Kasika, de l'Holocauste, parce que quand on parle de massacres, on pense seulement à la vie, on ne pense pas à la culture détruite, on ne pense pas à l'économie qui a été détruite, on ne pense pas à la société qui a été détruite. Oui. Donc on parle seulement de massacres, c'est la minimisation même de ces crimes qui a été commis là, parce que c'est beaucoup plus grave que ça. Oui. Donc on a vu déjà que ce jour-là, l'évêque d'Ouvira, qui était de la communauté des responsables, c'est qui avait déjà commencé à nier les faits. Il avait parlé de 2 morts. L'évêque d'Ouvira, c'est pourquoi je parle de l'évêque, c'est puisque l'évêque, il est connu, tout le monde connaît Monseigneur Jérôme Gatangwa. À l'époque, oui. Oui, à l'époque déjà, il avait dit que qu'il y avait seulement des émeutes et 2 morts. Mm-hmm. Déjà à la BBC, c'est ce qu'il avait dit, et ce qui a été repris par l'ambassade des États-Unis
à Kigali qu'il n'y avait que 2 morts à l'issue des émeutes. Oui. Et que nous avons pu, nous-mêmes, dans un plaidoyer au département d'État américain le 4 février 2000, oui. essayer de démontrer que ce n'était pas des émeutes, que c'était un plan. On a démontré cela avec toutes les preuves et le gouvernement des États-Unis avait changé sa position et a considéré que c'était un crime contre l'humanité. Effectivement, un génocide, c'est un crime contre l'humanité spécial. Merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, la question est de savoir, y a-t-il un rapport entre le dit rapport mapping, permettez-moi l'autologie, et le massacre de Kasika, et aussi les menaces dont le docteur Mukwege est victime? Parce que je viens de comprendre qu'il y avait des massacres ou des génocides, comme vous l'appelez, mais des actes négationnistes ont commencé à faire le jour, n'est-ce pas? Partant même du prélat catholique, quand vous citez l'ancien évêque d'Ouvira, Monseigneur Gapangwa, qui avait minimisé. J'ai lu aussi, personnellement, j'ai lu les rapports mapping, quelque part aujourd'hui, le RCD avait qualifié cela de bavure. Ok? Oui. Donc, les aspects de remise en cause ou du négationnisme, du massacre ou du génocide n'ont pas commencé aujourd'hui. Maintenant, ma question est de savoir, peut-on établir un lien entre les menaces dont le docteur Mukwege est victime aujourd'hui et les rapports mapping? Parce que le rapport mapping documente également le massacre de Kasika ou les génocides de Kasika, pour reprendre votre expression. Y a-t-il un lien? Mais naturellement, les rapports mapping, comme je vous ai dit, rassemblent tous les crimes de masse commis en RDC depuis 1993 jusqu'en 2010. Donc, les rapports essaient de rassembler tout pour ne pas les laisser disperser. Donc, c'est comme un code de loi qu'on essaie de codifier. Oui. Toutes les petites règles, petites mesurettes pour en faire un document de référence. C'est ça le rapport mapping. Et ce rapport, il est resté oublié 10 ans après. Je me rappelle même que quand il est sorti, j'ai invité l'ancien rapporteur spécial Gareton à l'université de Fribourg pour nous expliquer quel a été ses sentiments pendant les temps où il était rapporteur. Il nous a expliqué comment il a été tellement manipulé par des gens de tous bords, chacun lui racontait n'importe quoi, mais en étant un vieux lumumbiste, nous a-t-il dit, oui. Il a su dénicher tous les pièges et on a fait les rapports comme il fallait, les rapports mapping. Et aujourd'hui, je sais que le prix Nobel Dr Mukwege, oui. Lorsque il rappelle les rapports mapping, oui. Il doit être absolument mal vu. Oui. Mal vu à plusieurs titres. Un, il est d'abord lui-même survivant des crimes, les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au Congo. Lorsque on a attaqué l'hôpital de Lemera, oui. En septembre 1996, il travaillait là. Donc, il est lui-même survivant. Et aujourd'hui, quand vous lisez Les Banyamulenge entre deux guerres, le livre écrit par Rumbika Müller, oui. Qui est lui-même Tutsi, oui. Il reconnaît que c'est un crime contre l'humanité, ce qui s'est passé à Lemera, et il dit lui-même qu'il connaît les auteurs et il est prêt à témoigner le jour qu'il y aura un jugement. C'est intéressant, ça c'est un bon rebondissement dans cette affaire alors. J'ai le livre moi-même, donc aujourd'hui ça ne sert à rien de tuer Mukwege puisque les livres sont là, les livres de Rumbika Müller est là aussi, les Banyamulenge entre deux guerres, lesquels les gens ne perdent pas leur temps de tuer les personnes. Qui est Müller? Est-ce que vous pouvez nous parler de son profil? Qui est-il? Rumbika Müller, c'est l'autre ancien ministre
des finances de la province du Sud Kivu sous le gouvernement Marcelin Tchambo. Non, pas Marcelin Tchambo, je crois dans le gouvernement de Nyamugabo, si je ne m'abuse. Okay. Et il a écrit le livre en 2001 ou en 2002, moi je l'ai. D'accord. Et le Banyamulenge entre deux guerres, publié aux éditions L'Harmattan à Paris. Oui. Et où il parle de ces crimes de masse à l'hôpital de Lemera qui a donné naissance à l'hôpital de Panzi. Donc là, on croit qu'en quelque sorte c'est un témoin gênant, un survivant qui dérange. Oui. Et aussi, donc, on ne veut pas, et on se trompe, puisque tuer Mukwege et le livre de Rumbi Kamiller est là, c'est perdre le temps, puisque le livre est là. Oui. Le livre de référence publié en Occident, donc il est là. Donc si on doit tuer la personne, il faut tuer Rumbika et prendre tous les livres, les brûler comme à l'époque du Moyen-Âge. Et c'est impossible. Donc, il faut juste laisser Mukwege en vie puisqu'il n'a rien fait. Il n'a fait que rappeler une évidence. Donc nous comprenons c'est comme dire que 1 plus 1 égale 2. Oui, nous comprenons que le docteur Mukwege est menacé du fait qu'il parle du rapport mapping, lequel aussi documente des violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires commis sur le territoire congolais par des troupes armées étrangères. Et docteur Mukwege, dans cette logique, demande qu'il y ait la justice pour des victimes. Donc, il y a un lien entre les menaces dont il est victime et le rapport mapping. Merci beaucoup. Oui, absolument. Absolument. Il ne fait que rappeler ce qui est demandé là et ce que tous les rapporteurs ont demandé et ce que tous les livres, même quand vous lisez mes livres, même le dernier que je viens de publier sur les principes d'opportunité devant la Cour pénale internationale, j'en parle aussi. J'en parle aussi. Donc, ça, c'est lui. Le pauvre docteur Mukwege, il ne fait que rappeler une évidence. Et on le menace pour rien, puisque tuer Mukwege, c'est inutile, puisqu'il a déjà, la sémence, elle est là. Tout le monde connaît que Kasika, on a tué les gens. Tout le monde connaît qu'à Lemera, on a tué les gens. Il y a un mémorial à Kasika. Tous les enfants vont se rappeler de génération en génération. D'accord. Avant de parler des mémorials à Kasika, à Lemera, à Makobola, partout où les pays étaient sous occupation pendant cette période-là, je vais devoir poursuivre avec la question suivante. Maintenant, quel est le sentiment que vous avez face aux propos du général rwandais, un non-officier rwandais, James Kabarebe, ceux de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, basé à Kinshasa, réfutant l'existence des 10 massacres? Et parce que les deux parlent, n'est-ce pas, de propagande, ils disent que les rapports mapping, ça n'a jamais existé. Et il sera n'est-ce pas, rappelé que après les propos du général James Kabarebe, il y a l'ambassadeur du Rwanda basé, n'est-ce pas, accrédité à Kinshasa, dont je vais citer les mots, mais pour ne pas les citer encore, Vincent Karega, dans son tweet d'hier, avant-hier, oui, il a déclaré que ce sont c'est du pur mensonge, quoi. C'est faux, il n'y a pas de victimes, il n'y a pas tout ça. Mais là, quels sont vos propos? Quel est votre sentiment vis-à-vis de ces propos? Ont-ils raison? Ont-ils tort? Non, moi, je n'ai pas de sentiment, puisque ça c'est une affaire de la justice. Je viens de démontrer noir sur blanc qu'il y avait eu génocide à Kasika, qu'il y a eu crime contre l'humanité, crime de guerre à Lemera. Et donc, si ils le disent, je le rappelle seulement qu'au Rwanda, il y a une loi qui réprime le négationnisme de 25 ans, de 15 à 25 ans de prison. Oui. Donc, en appliquant seulement la loi rwandaise à leur cas, ils méritent d'être arrêtés les deux. Oui. Puisque, bon, je sais que leur loi, il y a aussi au Congo beaucoup de coutumes, par exemple, comme j'enseigne le droit coutumier, je connais de quoi je parle, je sais que dans beaucoup de traditions congolaises, que ce soit chez les Bashi, que ce soit chez les Lega, que ce soit
chez les Bassong et d'autres, nier, justifier, minimiser outrancièrement un crime grave comme un crime de génocide, c'est comme si on commettait soi-même ces crimes, on doit être réprimé. Et vous allez même constater que c'est une vieille pratique. D'accord. C'est une vieille pratique que même à Auschwitz, lorsqu'on tuait les Juifs, hein, oui. Les Allemands, ils ont essayé de mettre dans les camps de concentration les gens qui sélectionnaient, qui choisissaient les Juifs à tuer des capos, ils étaient eux-mêmes des Juifs. Oui. Pour qu'on dise, nous ne les avons pas tués nous-mêmes, ce sont eux-mêmes qui se sont livrés à nous. Et c'était la même pratique quand ils arrivent aussi chez nous dans l'occupation. Ils prennent nos frères, ils les placent dans la RCD, et ils les mettent comme autorité écran, des gens comme Zaïd Ngoma, les gens comme Wamba Diawamba, c'était des autorités écran, mais les gens qui décidaient, ils étaient ailleurs. C'est pour que plus tard nous puissions dire, ce sont vos frères qui vous avez tué, qui vous avez livré. Mais malheureusement pour Kasika, ces jours-là, puisqu'ils venaient d'abord de Kamituga, ils étaient tous des militaires de l'armée patriotique du Rwanda. Oui. Et lorsqu'ils sont allés se réunir à l'avenue Fizi, et ils sont rentrés avec des renforts venus du Rwanda, ces jours-là, il n'y avait pas de Congolais écran dans la mission, dans les troupes, tout le monde était rwandais de l'équipe de l'armée nationale du Rwanda. Oui. Donc là, nous dire cela, l'ambassadeur, il a son immunité, donc il appartient au ministère des Affaires étrangères du Congo de les convoquer et soit de les déclarer persona non grata, soit s'ils ont de choses à sauvegarder l'amitié entre les deux États, ils peuvent en tout cas protester et lui signifier qu'il doit arrêter des sorties médiatiques ridicules comme ça. D'accord, merci beaucoup. Comme nous parlons toujours du négationnisme, du génocide, du massacre, des crimes commis sur les territoires congolais par les hauts officiers, même les autres autorités rwandaises, j'ai lu dans votre thèse, je suis à la page 167, où vous citez Kenes, vous dites que les assassins se sont dit que si les Nations Unies venaient enquêter, il ne resterait aucune preuve. Donc, y a-t-il un lien entre ce propos contenu dans votre thèse que vous avez repris, n'est-ce pas, dans le rapport ou bien l'ouvrage de Kenes, à la page 283, y a-t-il un rapport entre ce propos contenu dans votre thèse et le propos de James Kabarebe et de l'actuel ambassadeur de Rwanda accrédité à Kinshasa? Y a-t-il un rapport? Mais c'est évident, c'est la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l'homme dit clairement dans l'arrêt Garodi que, et aussi le tribunal fédéral suisse le dit, qu'il n'y a pas de différence entre un génocidaire et un négationniste, puisque les deux ils ont la même vision, le même but et les mêmes méthodes. Donc le négationnisme précède, accompagne et fait le suivi du génocide. Oui. Vous allez constater vous-même que lorsque on tue les gens, on essaye toujours soit de brûler le corps, que ce soit à Auschwitz, il y avait des chambres à gaz pour qu'il n'y ait pas de traces. Oui. Et chez nous aussi, plusieurs corps, parfois on les jetait dans la rivière Ruzizi, parfois c'était dans le lac, c'est puisque, ou parfois on cherche des autorités écrans, des Congolais qui vont exécuter les sales besognes ou bien qui vont justifier pendant la journée à la télévision. C'est puisque génocidaire et négationniste, c'est égal, c'est la même chose.
Merci beaucoup. Donc, je comprends que c'est leur façon de faire, de nier les faits dont ils sont coupables. Et leur intention criminelle, ou bien, si je peux le dire, ou bien leur intention, la mauvaise foi, ne date pas d'aujourd'hui. Parce que déjà, les propos ont été même documentés par Kenneth, et vous les avez, n'est-ce pas, cités dans votre thèse. Donc, les propos de l'actuel ambassadeur rwandais à Kinshasa ne peuvent pas nous surprendre. Je poursuis, je suis toujours dans votre thèse. Hein. Je suis à la page 140 in fine, ça veut dire enfin, au point C 1.3, où vous dites, la RDC ne dispose pas de nos jours d'une loi qui incrimine le négationnisme. Toutefois, certaines coutumes ethniques l'incriminent, sans ignorer ni négliger la pluralité ethnique de la RDC. Vous faites référence à l'article 10 alinéa 3 de la Constitution congolaise actuelle. Vous poursuivez en disant ces dernières peuvent, ça veut dire ces pluralités ethniques peuvent, en vertu de l'article 153 alinéa 4 de la Constitution, constituer une base légale suffisante sur laquelle les juridictions étatiques congolaises peuvent se fonder pour réprimer la publication des opinions négationnistes en RDC. Point. Vous poursuivez enfin en disant, cependant, une telle restriction doit viser un objectif légitime. Maintenant, ma question est de savoir, vous savez que les lois pénales sont de stricte interprétation. Comment peut-on concilier votre pensée et ces principes? Parce qu'un négationnisme, je ne crois pas qu'en RDC qu'il y ait une législation pénale qui réprime le négationnisme. Comment pouvez-vous concilier, comment pouvez-vous expliquer ceci à nos téléspectateurs? Je crois que vous avez lu l'article 153 alinéa 4 de la Constitution. On dit que quand les juges tranchent l'affaire, ils choisissent soit les droits écrits, soit les droits non écrits, les droits coutumiers. Oui. Et donc, du moment où il y a cette lacune dans le code pénal écrit, et c'est au juge de choisir pour défendre les biens juridiques importants que nous appelons les objectifs légitimes, par exemple la dignité humaine, par exemple, puisque vous savez, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous et nous avons le droit de déférence envers nos ancêtres. Si maintenant nous commençons, nous, à justifier, à expliquer, à essayer de minimiser, à essayer de culpabiliser nos ancêtres qui sont morts en soi-disant que s'ils sont morts puisqu'ils les méritaient, par exemple. Par exemple, les curés qui sont morts dans l'église, on peut dire qu'ils les méritaient puisqu'ils devaient fuir. Donc, nous, selon notre conception de la vie, ces ancêtres risquent de se retourner contre nous et provoquer des calamités naturelles dans notre pays. Et le pays sera exterminé. Il y a aussi la dignité de ces personnes elles-mêmes qui sont décédées, qui sont prédécédées de nos ancêtres. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Donc, c'est leur dignité qui est menacée. Il y a aussi la paix sociale, la paix publique qui est menacée par par ces déclarations ridicules. Et ça risque de mettre les peuples en conflit inutile. Tout à fait. Donc, si l'ambassadeur se permet à dire, voilà, vos morts ne méritent pas, ce sont nos morts du Rwanda, les victimes du génocide du Rwanda qui sont plus importantes que le vôtre. Cela veut dire qu'il considère que les Tutsis sont supérieurs aux inférieurs congolais, comme à l'époque de l'Allemagne fédérale où on estimait que les Juifs étaient de Untermenschen. Donc Untermenschen en allemand, ça veut dire des sous-hommes. Et là, ça veut dire que nous sommes des sous-hommes. Donc, même s'il y a eu des morts chez vous, ce n'est pas un génocide, vous êtes des sous-hommes. Et je sais que et là, ça risque de provoquer
un conflit éternel, alors que nous avons besoin de la paix. Nous sommes des Africains, nous devons vivre ensemble et dans la paix et essayer de construire la paix progressivement et en évitant des déclarations ridicules. Donc, si un juge, aujourd'hui congolais, qui est amené à connaître un crime de négationnisme, Oui. utiliser la tradition de Bashi ou de Lega ou de Basonge ou de Baluba Oui. pour juger un négationniste, il ne fait que protéger des biens juridiques importants, la dignité humaine, la paix publique et éviter la répétition du négationnisme, il fait la prévention des génocides dans le pays. À ce moment-là, on ne peut pas lui dire qu'il a abusé ou il a limité gravement la liberté d'expression, puisque la liberté d'expression n'est pas un droit absolu, comme l'interdiction de la torture, comme l'interdiction de l'esclavage. Tout à fait. Donc voilà, même toutes les hautes cours ont reconnu cela, même la respectable Cour constitutionnelle allemande, même la Cour européenne des droits de l'homme, même le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, même le tribunal fédéral suisse, toutes les hautes cours reconnaissent cela. J'ai fait l'étude de au moins 26 jurisprudences de 26 hautes cours du monde. Oui. Donc il n'y a pas de problème, c'est l'application stricte du droit pénal. D'accord. Pour rappeler à nos téléspectateurs, si vous lisez la thèse du professeur Ambroise, vous allez constater à la page 174, vous allez retrouver, n'est-ce pas, les propos tenus par des rebelles du RCD et de l'armée rwandaise à l'époque, ou l'armée patriotique rwandaise. À la page 174 où on dit il y avait des propos qui étaient vraiment utilisés du genre des Congolais sont des Bemewe, ça veut dire Allah qui Bemewe, ça veut dire bière, argent et les femmes. Des Congolais sont des Bichuchu, des Congolais sont ainsi de suite. Donc ce sont des êtres inférieurs et il faut vraiment les massacrer. Et les mêmes propos, n'est-ce pas, ont été documentés par le rapporteur Roberto Garretton dans son rapport de 1998, paragraphe 124 et 90 et 94. Donc le rapport Garretton est disponible sur Google, vous pouvez le retrouver et vous allez remarquer tout ça. Je poursuis en disant, je reviens sur le cas du propos de l'ambassadeur rwandais accrédité à Kinshasa. Moi, je sais que l'article, bien sûr, il joue des immunités diplomatiques, en vertu de la Convention de Vienne sur des relations diplomatiques et consulaires de 1963, oui, où il est dit que on doit respecter les lois et règlements de l'état de résidence. Ça c'est un. Maintenant, il n'y a pas une loi au Congo qui réprime les négationnistes. C'est ça le problème. Qu'est-ce que doit faire l'État congolais? Est-ce qu'il doit seulement se limiter à faire des déclarations ou bien de rappeler son ambassadeur basé à Kigali? Mais il n'y a pas. Pour moi, je vois qu'il n'y a pas une loi. Parce que depuis que le régime de Kabila était au pouvoir pendant 18 ans, aucun effort n'a été fourni dans ce sens-là pour légiférer, n'est-ce pas, cette matière et de prendre des lois pour incriminer les crimes de génocide au Congo et sanctionner même des personnes qui se rendraient coupables du négationnisme. Mais il y a des propos. On ne sait pas sur quelle base légale peut-on vraiment l'interpeller, au-delà du fait que le gouvernement congolais peut faire une déclaration. Je ne parviens pas à comprendre ça. À la limite, on peut les déclarer non grata en vertu de l'article 23 de la même convention, ça veut dire les chasser. C'est ça la problématique actuellement. Il n'y a pas de loi. Le Parlement, pendant 18 ans, n'a pas voté de loi. Oui, effectivement, là vous soulevez, moi ce n'est pas un problème de loi. Pour moi, les lois existent, les lois coutumières existent. Mais le seul problème qu'il y a, oui,
le seul problème qu'il y a, c'est que dans les facultés, pendant beaucoup d'années, on n'enseignait pas le droit coutumier. Tout à fait. Donc là, c'est un problème d'accessibilité et de la sécurité de droit et de la prévisibilité. Oui. Donc, quand quelqu'un commet un crime, il ne sait pas vraiment s'il sera jugé ou non. Oui. Il ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Oui. Donc voilà, il y a ce problème-là. Il y a aussi le problème de la diversité culturelle dans le pays. Oui. Bien que ça soit garanti, il se pourrait peut-être qu'il y ait une ethnie dont son droit ne réprime pas le négationnisme. Là, ça serait peut-être juger une personne sans loi, lui soumettre à une peine sans loi. Mais pour ce qui concerne le Rwanda, il y a une loi qui réprime le négationnisme. Tout à fait. Donc leur appliquer une loi coutumière qui réprime le négationnisme, ça ne serait pas nouveau. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais pour les Congolais, peut-être qui appartiennent à des ethnies qui n'appliquent pas qui ne répriment pas le négationnisme, là, il y aurait un petit problème. Et c'est ça. C'est pourquoi même dans ce livre-là, vous constatez qu'à la fin, je propose même aux législateurs congolais un projet pour essayer de codifier, d'harmoniser les lois coutumières qui répriment le négationnisme. Il y a à la fin. Et donc là je propose ça aux législateurs. Il lui appartient juste de le prendre. Il y a la motivation suffisante et de l'adopter. Oui. Donc moi je note qu'il y a vraiment une faiblesse grave décriante au niveau de la législation congolaise en matière pénale, notamment sur des questions du génocide, parce que le pays venait de sortir d'une crise conflictuelle, n'est-ce pas, politique, du point de vue une instabilité grave. Et après les accords de Sun City, il y avait des missions qui étaient assignées aux politiques, notamment de légiférer, de prendre des mesures. Maintenant, quel est l'intérêt qu'avaient des politiciens congolais pendant 18 ans et voire plus à ne pas légiférer dans ces domaines? Et ici, je mets un accent particulier sur les leaders, entre guillemets, ou des politiciens, ou des députés nationaux, ou provinciaux, des gouverneurs de l'Est, de la RDC. Pourquoi n'ont-ils pas vraiment fait des lobbies? Pourquoi n'ont-ils pas bougé, n'est-ce pas, bouger des choses pour que nous puissions vraiment, à l'état actuel, avoir au moins une loi au niveau du Parlement? Et je tiens à rappeler ici que le président de l'Assemblée nationale à l'époque, nous dirigeants de l'Est, oui, on avait, n'est-ce pas, l'honorable M. Telkamer. Il y avait d'autres honorables de Boulambo, il y avait des honorables de Batiloukwebo, il y avait beaucoup de grandes figures politiques de l'Est qui ont vécu, qui ont vu, n'est-ce pas, toutes ces atrocités, mais je ne comprends pas. Quel est votre sentiment, quel est votre point de vue par rapport à ce comportement? Bon, moi, je n'entre plus dans ce débat puisque je sais que on peut être député, mais on n'a pas les compétences nécessaires. Oui. Il faut rédiger un projet de loi, parce que je remercie par exemple Vital Kamerhe en 2008. Oui. Nous avons rédigé la loi qui interdit la torture dans le pays. Oui. Nous lui avons présenté. Il l'a fait adopter. Aujourd'hui, il y a la loi qui réprime la torture au Congo. Tout à fait. Donc là, je crois que il appartient aux intellectuels d'être en dialogue permanent avec les parlementaires. Puisqu'on peut être seulement paysan, on n'a pas beaucoup étudié. Oui. Mais il nous appartient à nous de faire des projets de loi et de leur proposer et d'adopter. Ce que moi, j'ai fait toujours d'une manière positive. Avec le précédent de 2008, avec le projet de loi contre la torture. Oui. Je fais encore la loi contre le négationnisme qui est là, oui, qui est disponible. Donc il suffit juste à n'importe qui. Oui. Mais je me rappelle avoir proposé ça à l'honorable Boulangalire Espoir. Oui. Et il ne m'a pas répondu. Wow. Mais j'imagine quand même qu'aujourd'hui on peut vivre avec les gens qui sont là. Il suffit juste, quand vous êtes là, de leur dire, écoutez, honorable, ici il y a un projet de loi.
Oui. à faire adopter. Et je ne crois pas que ça sera un problème. Ils vont se saisir de l'affaire et faire adopter. Surtout que ça ne leur demande rien. Il n'y a pas l'effort intellectuel à faire. Oui. C'est déjà fait. Oui. L'exposé des motifs est là. Oui. La loi déjà rédigée. Oui. Il suffit juste de la soumettre à la commission judiciaire et administrative de l'Assemblée. Oui. Et du Sénat et la faire adopter. Je crois que c'est à nous de faire le plaidoyer. Il n'y a pas. Il faut vraiment considérer que nos parlementaires sont là et ils sont disponibles pour recevoir nos projets. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Bon, le mot de la fin, je demanderai à tout le monde de prendre le discours de Dr Mukwege. Oui. Et tout le monde de chanter que moi aussi, je veux le tribunal pénal international pour juger tous les crimes répertoriés dans les rapports mapping. Oui. Et que la société civile, les hommes politiques, les citoyens, tout le monde, lorsque vous voyez un député, vous le dites, faites-nous plaisir, faites à présenter ce projet de loi contre le négationnisme. Oui. Et nous serons en paix chez nous avec les Rwandais, puisque négationnisme, cela veut dire que on accepte que le génocide qu'il y a eu au Rwanda et le génocide qu'il y a eu à Kasika, oui. Nous avons tous perdu des Bantous qui sont décédés. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je pense que je vais programmer notre émission à la prochaine pour parler du projet de loi, de la proposition, quoi. Proposition de loi, parce que proposition de loi sur le négationnisme en RDC. Ça serait une autre émission que nous allons concentrer pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Moi, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Ok. Ah oui. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre patience. Nous sommes à la fin de notre émission. Je pense que nous pouvons nous résumer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du génocide commis, n'est-ce pas, à Kasika en 1998 par les éléments du mouvement rebelle de Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, conjointement avec, ou bien soutenu par l'armée patriotique rwandaise, APR à l'époque, qui avait, n'est-ce pas, tué des civils, parmi lesquels il y avait les chefs coutumiers de la chefferie de Lundi, avec sa femme. Il y avait des enfants, il y avait des prêtres, il y avait des sœurs des religieuses qui aussi étaient victimes. Selon le rapport mapping et d'autres sources, il y a plusieurs personnes qui étaient tuées. Et dans ce contexte, on peut parler du génocide, et d'autres parlent du massacre, et d'autres parlent de... Donc il y a plusieurs qualifications, mais il faudra, n'est-ce pas, la présence d'un tribunal ou de la justice pour nous donner une qualification juridique qu'il faut. Nous avons reçu dans notre émission le professeur Ambroise Boulambo, qui est défenseur des droits de l'homme et qui a contribué beaucoup dans la rédaction des rapports au niveau provincial, au niveau de l'RDC. Il a participé à plusieurs enquêtes et il a documenté avec la société civile à l'époque, grâce à leurs efforts consentis il y a longtemps, dans le passé, qu'aujourd'hui nous pouvons, n'est-ce pas, nous frotter les mains en disant merci beaucoup la société civile des années passées. Nous avons des rapports mapping qui s'étaient référés à leur travail, n'est-ce pas. Maintenant, selon lui, il qualifie les massacres ou les événements de Kasika comme un crime de génocide. Et il a expliqué pourquoi c'est un crime de génocide. Il continue en disant que le propos du général rwandais et de l'ambassadeur rwandais constituent des actes de négationnisme. Mais malheureusement, nous sommes en face d'un vide juridique. Moi, je lui ai dit que nous sommes en matière pénale. Il faut qu'il y ait une loi pénale qui réprime
sévèrement le négationnisme. Mais lui, il propose, selon lui, à son entendement, c'est son opinion que je respecte, et il dit que, compte tenu, au regard de nos coutumes, la vie est sacrée, on doit respecter les morts. Et donc, le fait que les actes ont ciblé systématiquement une catégorie de personnes appartenant à une ethnie quelconque, et surtout en tuant les Mwami, les chefs coutumiers, sa femme, et aussi des enfants, ces actes sont qualifiés de génocide. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons, n'est-ce pas, en face d'une problématique. Il n'y a pas de loi qui réprimande, qui incrimine ces actes comme génocide en RDC. Et c'est ça la toute problématique. Et à la fin, il recommande que tout Congolais puisse parler des rapports mapping et soutenir les rapports, le docteur Mukwege, et qui, dans ce contexte, n'est-ce pas, est déjà victime de dites menaces. Il poursuit en disant que le Parlement congolais devait voir, n'est-ce pas, dans quelle mesure élaborer une loi pour réprimer le négationnisme, que ce soit clairement érigé en infraction en droit pénal congolais. Et il a déjà fait une proposition de loi qui est déjà disponible. Il suffit que la société civile et les députés puissent travailler ensemble pour que nous puissions y arriver. Moi, je pense que ça sera un très bon travail. Et demain, aucune autorité étrangère ne pourra plus, n'est-ce pas, tenir des propos discourtois, ne pourra plus, n'est-ce pas, dire tout ce qu'il veut sur les morts des Congolais. Parce qu'il y a des génocides, il y a des génocides au Congo avec des massacres, et qui restent impunis jusqu'à aujourd'hui. 22 ans déjà depuis qu'il y a des massacres. Merci beaucoup. Je m'appelle Frédéric Bigou Kayabou. Je suis l'initiateur de cette chaîne. Pour rejoindre mes efforts à ceux du Dr Mukwege, à tous ceux qui luttent contre l'impunité des violations des droits de l'homme, j'ai dû créer cette chaîne pour dialoguer, discuter avec vous. Cela étant, je vous prie seulement de continuer à souscrire, à vous abonner, à nous envoyer vos commentaires, vos feedbacks, vos échanges pour que nous puissions ensemble lutter contre l'injustice. Merci beaucoup et à la prochaine.